Good afternoon, everyone. I'd like folks, if you can, to take your seat, and again, please move forward into the room if that's possible. What an excellent start to this summit. And if I could have your attention, we're commencing now. I know there's a lot to talk about, and we're excited, but this, you're going. S'il vous plaît. Alors, très rapidement, nous souhaitons remercier les personnes qui ont préparé, servi les gens pendant le déjeuner. Merci, applaudissez-les, s'il vous plaît. Merci pour tout le personnel de service qui travaille très fort pour nous et qui le fera d'ailleurs pour les 2 jours à venir. Et merci à une des participantes qui a dit « N'oubliez surtout pas de remercier le personnel de service. » Merci. Bon après-midi à tous et à toutes. Bienvenue à vous tous. Je vous rappelle de vous munir de vos écouteurs pour la séance plénière. Pour cette portion de l'ordre du jour, non seulement sommes-nous rassemblés ici à Ottawa, mais nous sommes également heureux d'accueillir des collègues de partout au Canada qui se joignent à nous sur Zoom. Alors, avant de commencer, vérifions auprès de notre animatrice virtuelle, Dorothée Alexandre. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour de la part des centaines de participantes virtuelles. Très heureuse de vous retrouver. Pareillement. Tout se passe bien, je pense. Ça se passe bien? Tout va très bien. Merci. Alors, pendant une demi-heure, j'étais avec l'équipe en ligne. Il y a presque 200 personnes en ligne. Les gens viennent d'Halifax, du Labrador, de Calgary, de Regina, Saint John. On est vraiment emballés de se retrouver nombreux. Alors, à présent, nous pouvons applaudir nos participants en ligne aussi. Merci d'être des nôtres. Alors, si nous avions organisé une séance comme celle-ci il y a 3 ans, l'idée qu'on puisse offrir une séance hybride web diffusée c'eût été impossible. Et pour un grand nombre d'entre nous, au départ, c'eût été impossible du point de vue technique, au-delà de nos compétences techniques. C'est formidable de penser que nos normes de travail ont changé aussi rapidement et à quel point ces changements ont ouvert des possibilités d'engagement qu'on n'avait pas encore envisagées. Pour les personnes dans la salle, si quelque chose vous étonne, n'hésitez pas à la noter. Vous pouvez aussi l'indiquer sur votre cahier de notes. Cela sera recueilli, vos réflexions seront recueillies après la plénière et donc elles seront utilisées. Ces observations seront utilisées à l'avenir. Oui, c'est bien vrai, car comme je le disais à tout le monde dans la demi-heure qui a précédé, nous avons adopté toutes sortes d'outils techniques et nous allons aussi essayer de nous servir de ces outils pendant la séance plénière. Alors, très bientôt, nous allons céder les micros à Émilie Nicolas et nos formidables panélistes pendant la conversation en panel, comme vous nous l'avez dit. Si vous avez des questions, nous vous invitons à les saisir dans l'appli appelée Slido. Alors, pour les participants en ligne, vous allez les trouver dans la boîte de clavardage. Le lien vers Slido se trouve dans la boîte de clavardage. On a fait un petit essai avec ma question. Ça a bien fonctionné. Les gens nous ont dit qui ils étaient, d'où ils étaient, que signifiait leur nom. C'était formidable. Pour les personnes qui sont en personne, il y a un carton avec un code QR. Pour avoir accès à Slido, vous n'avez qu'à scanner le code QR avec votre téléphone ou alors saisir le lien dans votre furteur sur votre tablette ou votre ordinateur. Si vous êtes incapable d'ouvrir le lien, vous pouvez poser la question à quelqu'un à votre table, si elle peut vous aider, ou alors chercher un membre du personnel qui porte un T-shirt bleu et qui vous aidera. Si vous avez réussi à accéder à Slido, à l'application, on vous invite à entrer vos questions, soit en français ou en anglais, à tout moment pendant la session, pendant le panel. Nous allons recueillir vos questions et nous allons réserver du temps à la fin pour pouvoir les poser à tous nos panélistes.
Et bien sûr, nous n'aurons probablement pas le temps de passer à travers chacune de ces questions-là. Par contre, nous ferons de notre mieux pour choisir celles qui reviennent le plus souvent. So, up to you, Beth and Nelly. À vous, Beth et Nelly. Maintenant que tout le monde comprend bien ce que nous allons faire, on commence. Alors, s'il vous plaît, joignez-vous à moi pour accueillir Émilie Nicolas, notre modératrice pour ce panel. Émilie est reconnue dans le mouvement féministe comme une chroniqueuse hors pair, notamment pour Le Devoir et le Montréal Gazette. Elle commente également l'actualité politique à la radio et à la télévision de Radio-Canada et de CBC. Applaudissez-la et accueillez-la chaleureusement. Bonjour Émilie. Donc, elle sera également accompagnée des incroyables panélistes Dalia Israël, Marliane Lopez, Tia Wang et Viola Thomas. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Non. Bonjour, bonjour. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Non, hein? Maintenant? Yes, do you hear me now? They're playing with the sound, yes. Bon, on tripote le son. Tout va bien. Bonjour, bienvenue et très heureuse d'être ici. Alors, je suis Émilie, je serai l'animatrice de ce panel. Cet après-midi, nous avons réuni des conférencières formidables pour traiter d'enjeux très importants. Et d'ailleurs, les animatrices qui m'ont précédée en parlaient un peu avant le début de ce panel. Nous voulons parler de ce qui a changé, surtout depuis la pandémie, depuis quelques années, en matière de violence genrée. D'où vient ce changement? Est-ce qu'il doit évoluer? Qu'est-ce qui doit toujours être fait? Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus pour le moment. Je vais laisser plutôt le soin aux panélistes de se présenter. On va faire les choses un peu différemment aujourd'hui. Alors, j'aimerais à présent vous poser la question à chacune d'entre vous. Dites-moi pourquoi ce travail vous intéresse, pourquoi vous avez choisi ce domaine et ainsi notre public apprendra à vous connaître davantage, bien mieux que si je vous présentais à la lumière d'une notice biographique, tout ça. Alors, je commence par Tia Wang. Dites-nous pourquoi ce domaine vous intéresse et pourquoi vous avez commencé à travailler dans le domaine. Bon, je crois que ça marche. Bonjour à tous et à toutes, je suis Tia Wang. Je suis l'ancienne coprésidente de Students for Consent, qui est un organisme de la base. Nous travaillons partout au Canada pour faire la promotion des efforts de lutte contre la violence, surtout la violence genrée, surtout dans les campus du postsecondaire et les communautés connexes. Je me suis jointe à l'organisation au tout début, lorsqu'elle a commencé. Ça s'est organisé autour d'un plan d'action national. À l'époque, l'organisation s'appelait Our Turn. C'était en 2017. Et le groupe responsable du plan d'action a publié un rapport une semaine avant que le mouvement MeToo n'explose, sachant que cela avait commencé bien avant, mais ça a explosé dans les médias de masse et les réseaux sociaux. Alors, ce fut un moment opportun de publier le rapport. Et c'est à peu près à ce moment-là que je me suis jointe à l'organisation et que j'ai commencé à travailler avec des militants étudiants qui œuvrent dans le domaine. Et depuis, j'ai beaucoup appris sur le plan des enjeux touchant les étudiants et les étudiantes, les élèves, les jeunes, à savoir comment l'administration, les universités, les collèges, le postsecondaire peuvent aider les survivants
à poursuivre leurs études. Il y a beaucoup de systèmes préjudiciables à l'heure actuelle. Alors, voilà, c'est à peu près tout pour moi. Mais c'était beaucoup déjà. Merci. Je suis certaine que nous allons revenir à ce que vous disiez pendant notre conversation. Qu'est-ce qui t'a amené à t'engager dans la lutte contre la violence basée sur le genre? Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi de continuer à être engagé dans ce travail-là? Je peux dire Oui. ce qui m'a amené à faire ce travail. Je pense que primordialement, en tant qu'une personne qui a survécu la violence genrée dans le contexte de violence conjugale, violence à caractère sexuel, c'est ça qui m'a sensibilisée sur la problématique dans le contexte canadien ou québécois. Je suis arrivée en 2015 en fuyant la violence avec une enfant de 5 ans et je me suis vite impliquée dans les mouvements violence faite aux femmes. Puis j'étais embauchée comme coordonnatrice du volet diversité et intersectionnalité au regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Une année après, il y a eu ce qu'on connaît comme plus les mouvements mainstream de MeToo. Puis j'étais amenée à travailler avec des communautés qui étaient surreprésentées au niveau de victimisation à cause de facteurs systémiques, notamment des communautés autochtones, des communautés noires, migrants, des collectifs de femmes en situation de handicap. Donc, j'ai eu vraiment l'opportunité d'entendre les expériences qu'on n'entend pas souvent au mainstream quand on parle de MeToo, quand on parle de dévoilement. Malheureusement, on a tendance à centrer les expériences des groupes dominants et dans ces cas-ci, des expériences des femmes blanches. Donc, c'était quand même, j'ai beaucoup appris dans le contexte de ce travail à voir toutes les barrières systémiques qui existent pour beaucoup de personnes survivantes pour chercher de l'aide et du soutien. Et puis, c'est ça qui m'a poussée à continuer à faire le travail que je fais aujourd'hui. Merci. Vous voyez comment, lorsqu'on pose la question de cette façon-là, en tout cas, moi, je trouve qu'on apprend plus qu'avec la bio comme telle. Merci de raconter cette histoire-là, Marianne. Dalia, it will be your turn to share us your story. Alors, nous allons passer à présent à Dalia. Bien, alors j'ai commencé, alors je suis Dalia Israël. J'ai beaucoup de chance d'être la directrice générale d'un centre d'aide aux victimes de viol de la côte ouest et j'ai commencé comme bénévole. J'étais quelqu'un qui était curieuse par rapport à ce que j'observais dans mon groupe de pairs. Nous sommes nombreuses à avoir vécu de la violence genrée et je trouvais qu'on faisait peu en la matière. Je voulais rencontrer d'autres personnes qui avaient vécu des expériences similaires. J'ai beaucoup travaillé en première ligne et à présent, je suis vraiment emballée de pouvoir amplifier la voix des survivantes pour apporter un changement dans la société. Je souhaite aussi renforcer la programmation de mon organisme pour que notre travail reflète les besoins de nos survivantes. Alors, je crois que le travail consiste à faire preuve d'humilité tous les jours et de continuellement être engagé au service de la croissance, de l'évolution, de la réflexion. Et c'est ce que nous tâchons de faire tous les jours au sein de notre organisme. Merci. J'espère que ce panel sera un terreau fertile pour la croissance. C'est l'espoir que j'ai. Alors, à présent, la dernière, mais non la moindre, Viola Thomas. Quelques mots sur vous-même et pourquoi ce travail vous intéresse. Quel genre de travail vous souhaitez faire au nom de ce secteur? Je suis algonquine et je souhaite remercier la communauté algonquine qui nous
permet de nous rassembler sur ce territoire. Ce territoire m'est très précieux. La grand-mère Josephine Mandeman, qui m'a donné mon nom traditionnel sur ce territoire. J'ai donc un souvenir très spécial de cette femme qui protégeait l'eau et je suis infiniment reconnaissante d'avoir ce privilège de partager quelques réflexions avec vous. Sur le plan de mon expérience vécue et les préjudices qui continuent à ce jour pour les femmes autochtones et les femmes inuites et les femmes métisses, je me suis intéressée à ce travail non par choix. Je me suis intéressée à ce travail parce que c'était mon destin. Je suis née à Kamloops, à l'est de Vancouver. Je travaille à l'heure actuelle comme gestionnaire de relations avec les femmes autochtones par l'entremise du YWCA de Vancouver. Et j'ai survécu à un génocide institutionnel qu'on appelle les pensionnats autochtones. Par l'entremise de cette expérience vécue et mes nombreuses expériences vécues, non seulement comme survivante de génocide institutionnel, mais également comme femme autochtone, comme femme qui suis également honte, qui suis sœur, parente, tous ces rôles que j'occupe étant aussi bispirituelle m'ont permis de voir les choses de manière différente, qu'on appelle maintenant aujourd'hui intersectionnelle. Moi, j'ai l'impression que c'est trop verbeux. Ça devrait plutôt être intégralité, car nous sommes constitués de tout ce qui fait de nous la personne que nous sommes. C'est singulier, ça doit refléter tout ce qu'on fait. On ne doit pas voir les choses isolément. On ne doit pas être prise de manière symbolique. Parlons de l'économie de la douleur et de la souffrance des femmes et des filles disparues, des personnes bispirituelles et l'impact que ça a eu sur ce Canada, le pays que nous appelons le Canada, et quel est l'impact du colonialisme et le néocolonialisme sur les actes que l'on continue de perpétuer contre les personnes autochtones et bispirituelles. J'ai toujours dit, si le Canada a rapatrié la Constitution, c'était pour servir le Royaume-Uni. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas nos propres méthodes de gouvernance bien canadiennes et autochtones? Un système parlementaire ne peut pas convenablement traiter du racisme institutionnel et tous les autres préjudices qui sont infligés contre nous, nos expériences multiples. Merci à toutes mes relations. Merci à vous. So much of what all of you have said is really important, but one of the things that's going to stay in my mind from what you said. C'est très important ce que vous dites, mais vous avez parlé de l'économie de la violence et ça me marque. C'est une image vraiment percutante. Cela en dit long sur le thème de ce panel également, qui est censé d'être comment on a fait évoluer notre compréhension de la violence depuis un certain temps. Comment certaines personnes ont toujours eu cette intersectionnalité, mais une partie du secteur change sa compréhension depuis quelques années, bien plus que d'autres. Et cela fait partie des notes que j'ai reçues en me préparant à ce panel, c'est-à-dire qu'il y a eu un virage où, alors que certaines personnes essaient d'opérer ce virage de la compréhension de la violence sous un angle individuel, c'est-à-dire qu'il y a quelques pommes pourries chez les hommes, et voir la violence comme une oppression systématique et comment elle s'opère. Alors oui, cela en dit long sur les facteurs économiques associés à la violence. Alors, si vous me permettez, j'aimerais à présent vous poser une question sur le plan de votre compréhension de ce virage dans votre expérience vécue dans ce secteur et veuillez définir secteur comme vous l'entendez, évidemment. C'est un terme qui est un peu galvaudé. Mais alors, comment
voyez-vous l'évolution des choses depuis le début de votre participation dans ce domaine par rapport à maintenant? Comment le secteur a-t-il évolué, a-t-il changé sa façon de comprendre la violence? Vous commencez ici et puis on fera le tour. So I guess to start off defining kind of what my definition of sector is when Je vais commencer par définir ma compréhension du secteur. Alors, quand je parle de secteur, c'est le monde postsecondaire. Il y a beaucoup de considérations parce que, évidemment, c'est un endroit où il y a beaucoup de privilèges parce que les étudiants et les étudiantes, le corps professoral, les éléments de ce système sont privilégiés. Mais il y a aussi beaucoup de querelles intestines associées au pouvoir de chaque élément. Alors, voilà ma compréhension du mouvement. C'est enraciné dans le secteur postsecondaire et la violence genrée s'y produit, oui, mais il y a davantage de ressources. On sait qu'il existe des thérapeutes et du personnel qui peut aider les personnes qui seraient victimes. Aussi, il y a des étudiants, des professeurs qui peuvent être des alliés importants. Donc, cela représente le secteur. Mais sur le plan des changements que j'ai vus, eh bien, depuis que j'ai commencé mon bac, et maintenant j'ai obtenu mon diplôme, je dirais que dans le secteur, nous avons vu une évolution sur le plan de la compréhension de la culture du viol, comme vous le disiez, c'est-à-dire voir les choses individuellement. Au centre, nous faisons beaucoup de travail éducatif sur le terrain avec les étudiants et étudiantes, c'est-à-dire consentement 101 et comment agir lorsqu'on est témoin d'un acte violent. Et on a aussi toujours participé au niveau des politiques, au niveau plus systémique, les services auxquels les survivantes ont accès, comment déposer une plainte lorsqu'on est victime d'un acte violent sur le campus. Alors, comment les choses ont changé depuis quelques années? Eh bien, c'est que nous voyons les choses de manière beaucoup plus complète. Le mouvement étudiant, le féminisme, le militantisme travaillent à ces questions depuis l'existence, depuis la naissance de ces établissements d'enseignement. Mais évidemment, mon expérience ne concerne que les quelques dernières années. Comme je disais, dans le sillage du mouvement MeToo, on a donc une période de temps très limitée, mais les changements que j'ai vus s'opérer ont permis d'élargir notre compréhension des stratégies qui fonctionnent. Nous avons compris, et je parie que c'est votre cas aussi, il faut changer la culture, passer de la culture du viol à la culture du consentement. Cela signifie changer l'opinion de toutes les personnes qui participent à ces actes qu'on continue de perpétrer. Mais évidemment, c'est toujours enchevêtré dans les systèmes parce que les systèmes sont créés par les personnes. Alors, les personnes qui rédigent des politiques, les personnes qui supervisent les mécanismes des établissements postsecondaires, mais cela peut s'appliquer au gouvernement, au monde de l'entreprise. Si les personnes responsables ont des idées qui proviennent de la culture du viol, c'est-à-dire la misogynie, la transphobie, le capacitisme, tout cela éclairera les politiques et c'est difficile de changer les politiques lorsque les personnes qui ont le pouvoir ont toujours ces points de vue. Mais même lorsqu'on a réussi à changer les politiques, on a réussi à faire évoluer les politiques si on voulait se donner une cote de D- à A, et dans les années suivantes, les survivantes continuent de nous dire qu'elles font face au même problème. Alors on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait de travers? Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Eh bien, c'est parce que les principes de la culture du viol sont toujours enracinés dans le système. Alors, nos tactiques ont dû changer pour en tenir compte. Oui, bon, on ne veut pas être rabat-joie, mais en même temps, ce que vous dites, c'est que depuis le début du mouvement MeToo, il y a eu beaucoup de pression pour changer les politiques dans le secteur universitaire, entre autres.
ça signifie qu'on fait les choses différemment sur papier, mais les systèmes parfois adaptent leur vocabulaire sans changer leur pratique. Oui, il y a des choses qui se produisent qui ne sont pas couchées sur papier, qui sont toujours palpables. Bon, alors on a encore du travail à faire. Oui, toujours. J'espère que vous prenez des notes, car c'est mon cas. Quel changement tu as vu dans les dernières années dans ton expérience à toi? Parce que tu as porté vraiment différents chapeaux dans le mouvement féministe, particulièrement au Québec, au fil des années. Je pense que tu as fait beaucoup d'initiatives aussi pour essayer de parler de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui devrait fonctionner autrement dans le secteur, pour essayer de pousser le secteur à changer ses pratiques au niveau des dernières années. Quels changements tu vois qui s'opèrent et quelles sont peut-être les résistances aussi que tu as dû identifier pour faire ces poussées-là dans le milieu féministe québécois en particulier? Donc, quand moi j'ai rejoint ce qu'on appelle le secteur en violence genrée, j'étais très idéaliste en tant que personne survivante. Je voulais rejoindre un mouvement où on croyait pouvoir transformer la violence et puis offrir de la guérison aux personnes survivantes. Malheureusement, on parle très bien d'un secteur qui a subi la professionnalisation, qui fait face à des barrières en ce qui concerne le financement, qui nous pousse souvent à répondre et par une programmation qui est axée sur les financements sur des projets. Et puis tout ça, ça nous brime souvent notre capacité d'agir. Donc, pour moi, je veux dire, la plus grande transformation, je la vis à l'extérieur du secteur mainstream en violence genrée, en travaillant avec des initiatives grassroots communautaires. Et puis, je pense que la pandémie a ouvert, avec toutes les choses négatives qu'elle a amenées, elle nous a montré un chemin. Et puis, elle nous a montré que pour vraiment avancer dans cette lutte, on a besoin de tout le monde. Et puis, j'ai toujours de l'espoir qu'on puisse créer une transformation au sein même du secteur pour que, à la place d'être conçu comme secteur, ça revienne à être un mouvement solide qui agit contre les agressions à caractère sexuel, qui agit contre les violences genrées, mais en pensant qu'on peut vraiment transformer cette violence et n'est pas juste gérer la violence. Parce que souvent, ce qu'on voit, je vois un peu de désespoir et fatigue, et puis c'est normal, ça fait combien d'années qu'on est impliqué dans cette lutte, et puis c'est normal de se fatiguer, mais il ne faut pas se conformer à une gestion de la violence, il faut vraiment pouvoir croire qu'on peut enrayer les violences genrées. Puis je pense que ce moment aussi est très opportun on est des personnes qui travaillons dans le milieu de violence genrée, mais il faut aussi avoir l'espace de voir comment ce mouvement ou ce secteur a aussi reproduit la violence auprès des communautés marginalisées. C'est comment on a pu aussi reproduire la violence auprès des travailleuses de sexe, auprès des personnes autochtones, des personnes noires qui ne se sentent pas encore suffisamment en sécurité, souvent dans ces espaces. Donc, je pense que c'est un moment opportun pour, si on veut cheminer, de voir comment on peut vraiment transformer nos pratiques pour vraiment croire qu'on peut enrayer la violence et guérir toutes ensemble. Est-ce que je peux te poser une question avant de passer la parole? Parce qu'en fait, tu as dit beaucoup de choses, mais je reconnais un usage très particulier des mots secteur et mouvement. La différence que tu fais entre les deux, comme si les groupes grassroots n'étaient pas dans le secteur. Déjà, je pense que ça en dit long sur le travail peut-être qui reste à faire au niveau de l'intersectionnalité si les groupes grassroots ne sont pas d'emblée vus comme faisant partie du secteur. Mais la question que je voulais te poser, c'était en fait sur
la différence que tu fais entre secteur et mouvement, parce que tu as utilisé une expression qui est très forte, je pense, que tu dis de faire la gestion de la violence, faire plus que de la gestion de la violence. Est-ce que ça serait ça la différence entre secteur et mouvement, de vouloir faire plus que seulement de la gestion de la violence? Pour moi, c'est ça, mais c'est aussi le fait que quand on voit la jeunesse du mouvement, c'était censé être une contre-pouvoir vis-à-vis de l'État. Et puis souvent, on est porté à être en collusion avec l'État, et c'est parce que, à cause de cette dépendance qu'on a Financière, donc l'État nous finance. du financement. Donc c'est pour ça que moi, j'ai eu de la fatigue et je vois les limites de ce qu'on peut faire dans un contexte de secteur. Et puis, pour pouvoir continuer à faire le travail, je me suis plus tournée vers des initiatives plus grassroots où il y avait cet espace pour agir en contre-pouvoir vis-à-vis de l'État. Donc, c'est ça aussi. Aussi, il y a le contexte de la professionnalisation. Avant, on voyait un mouvement l'idée par des personnes survivantes. Quand on voit l'historique du mouvement, des femmes survivantes qui se rencontraient dans des cuisines pour organiser, soutenir des personnes survivantes, mais avec la professionnalisation, on fait face à d'autres contextes qui limitent notre capacité vraiment d'agir et de responsabiliser l'État. Donc, c'est ça la distinction que moi je fais. OK. Donc, premièrement, faire attention au changement de vocabulaire versus les changements profonds. Ici, on parle de faire attention à c'est magnifique le financement de l'État, mais il y a des effets secondaires auxquels il faut aussi porter attention. Donc, vous voyez, on a déjà, je pense que moi c'est ce que je retiens beaucoup de ce qui vient d'être échangé. Comment, Dalia, Comment voyez-vous l'évolution des dernières années et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce que vous avez observé? Just to echo everything you just said, it's so important. And I feel like C'est vraiment important ce que vous avez dit et surtout quand on s'adresse aux dirigeants blancs. Depuis 5 ans, il s'agissait que les gens blancs comprennent que la suprématie blanche et que cela a été en fait le fondement de ce que nous avons fait comme travail dans le domaine de la violence genrée. Et il fallait vraiment faire tout ce que l'on pouvait pour garantir que les contrats que l'on accepte, le financement qu'on accepte, n'a pas façonné nos programmes pour autant. Vous savez, dans 5 ans, lorsque nous avons essayé d'élargir nos services à la population pour couvrir les personnes non binaires, transgenres, c'est une façon de reconnaître que le gouvernement avait dirigé en quelque sorte nos programmes. Qu'est-ce que cela voulait dire? Ça voulait dire que la plupart de nos programmes étaient imaginés à la lumière de ce que les femmes hétérosexuelles pensaient. Ça ne marchait pas pour la plupart des femmes que nous représentions. Ce que nous avons essayé de faire depuis lors, c'est de réfléchir mûrement aux genres de services que nous avions offerts, comment ces services ont été imaginés et de prêter attention à ce que la collectivité voulait. Nous avons reconnu que nous avons été en collusion avec tous ces systèmes qui disaient aux gens ce qu'ils devaient vouloir après avoir connu des sévices ou la violence sexuelle. Les excuses, la responsabilisation, tout ça, et on veut offrir la justice transformatrice ou des options de justice différentes. Tout cela est vraiment bien important. Dans l'histoire de notre organisation, nous n'avons jamais cru que c'était possible.
Pourquoi? Parce que, en fait, nous travaillons un peu à l'aveuglette, pas vraiment à l'aveuglette, mais il y avait d'énormes lacunes à combler quant aux connaissances. Nous avons pris beaucoup de temps à parler d'une chose, que 6 à 8 d'agressions sexuelles sont signalées à la police. On n'a jamais pensé aux autres 94 des personnes qui ne veulent pas téléphoner à la police et que nous ne faisions rien pour changer les conditions qui permettraient à ces personnes de chercher l'imputation ou la responsabilisation. Donc, il fallait changer le récit interne, mais ce que cela voulait dire pour la façon dont les gens voyaient notre travail à l'extérieur. Autre chose, pendant longtemps, on nous demandait d'être plus accessibles aux personnes en situation de handicap que l'on passe en ligne et la pandémie nous a un peu poussé dans le dos. On a rêvé à la façon dont nous travaillons et comment on pouvait transposer cela en direct, en ligne. Donc, à travers la province, à travers le pays, les gens pouvaient avoir accès à nos services de façon différente. On pensait à ce qu'il fallait changer afin que les gens puissent donc venir chez nous dans l'organisation pour être tout à fait épanouis et eux-mêmes. Et ça, c'était vraiment un grand volet de ce que nous avons fait. C'était rien de nouveau, en fait. Nous avons dû vraiment nous faire une introspection. Merci. Donc, ce que vous dites, c'est plutôt que de faire en sorte que les survivantes correspondent à le moule, la façon dont elles devraient se comporter, plutôt que de dire voici les ressources pour les survivantes et la façon de s'en servir. Vous avez pensé à la façon dont on peut faire en sorte que les ressources correspondent aux besoins des survivantes. Donc, il faut que l'on se sensibilise soi-même, n'est-ce pas? C'est un peu ça que vous venez de dire? J'ai l'impression que je cherche. Vous m'entendez? Commencez de nouveau. Donc, c'est la compassion dont il s'agit. Avec la professionnalisation, on croit qu'il faut être parfait, il faut tout savoir et donc tenir bon. Et si on change de position, peut-être que l'on va croire que ce que l'on suggère deviendra illégitime. Non, j'en ai parlé avec Marliane. Je pense aux personnes qui nous ont dit qu'il fallait apporter des changements. Et je téléphone aux gens pour dire, nous avons fait exactement ce que vous avez dit, vous avez suggéré. J'ai dit merci parce que je pense beaucoup à ce qui est nécessaire pour continuer à faire tout ce qu'on peut pour avancer. Donc, avoir cette humilité de reconnaître que nous allons continuer à réaliser des erreurs, mais on peut toujours faire marche arrière en quelque sorte et rectifier le tir. Donc, vous faites ce travail depuis longtemps. Vous avez travaillé avec la commission de réconciliation, donc de vérification. Vous avez été donc témoin experte avec l'enquête sur les femmes et les filles autochtones portées disparues et assassinées. On a beaucoup parlé des questions de violence faites aux femmes, aux filles autochtones et aux personnes bispirituelles. Qu'est-ce qu'il faut encore changer? Qu'est-ce qu'il faut encore réaliser dans ce domaine? Il n'y a pas eu de changement. Depuis donc la loi sur les Indiens de 1878, si vous voyez la vérité au pays et le péril de l'imposition de cet acte, donc sur cette loi sur les Indiens, il y a l'érosion de l'autorité des femmes par autrui. Il faut honorer ces femmes, il faut centrer le bien-être des femmes autochtones et leur vue du monde. Il fallait influencer la façon dont les programmes étaient fournis aux collectivités autochtones.
Je vous dirais même que c'est devenu plus visible, cette violence, les assassinats, les femmes qui disparaissent. Nous vivons encore sous le régime colonial. Il y a plusieurs visages de colonialisme qui existent encore. Si on ne change rien, rien ne changera au niveau systémique. Ce ne serait grâce à la souveraineté autochtones et le rôle des matriarches dans les collectivités autochtones que l'on pourrait développer et honorer la diversité des peuples autochtones. Il ne faut pas que ça devienne un groupe homogène. Il ne faut pas que ce soit comme du lait qui est il manque le fait que nous sommes distincts. En Colombie-Britannique, il y a 27 nations distinctes avec leurs propres dialectes, philosophie, cérémonies, chants et danse. Mais on ne le sait pas. Nous ne le savons pas parce que c'est très unique et très divers. Ces différentes femmes autochtones, elles ont des identités multiples, les femmes et les filles, n'est-ce pas, sans vraiment étudier cet aspect négatif du colonialisme, c'est difficile d'apporter un vrai changement systémique. Si vous comprenez l'impact de la loi sur les Indiens, comment on a créé des problèmes pour les femmes autochtones, la violence qui existe dans les collectivités. Donc, il n'y a pas de droit vis-à-vis de leurs biens matrimoniaux. La loi sur les Indiens a été créée par le gouvernement du Canada. Cela a un impact sur le bien-être même des femmes et des filles autochtones au pays. Les grands-mères, les personnes en situation de handicap doivent quitter leur collectivité pour avoir accès aux services. Il s'agit d'une violation carrément des droits de la personne. Il y a tant de bébés qui continuent d'être enlevés et mis dans le système de bien-être des enfants à cause de la violence faite aux mères et grands-mères et autorisée en quelque sorte par les lois coloniales du pays. Comment est-ce qu'on recentre la voix des femmes autochtones et leur forme de gouvernance dans la manière dont nous offrons du soutien, des services aux femmes autochtones par les femmes autochtones? Alors, jusqu'à ce qu'il y ait une révolution, il n'y aura pas de changement. C'est ce que vous dites. Quand ce que vous avez dit, autre chose. Il y a un changement vis-à-vis de la visibilité de la violence perpétrée contre les femmes, du moins de vue en ce qui concerne les institutions traditionnelles non autochtones. Est-ce que c'est une occasion à saisir pour les changements systémiques que vous sollicitez, que vous voulez avoir? On voit que ça change à travers le pays, selon les nations, selon les communautés. Il y a plusieurs ou différents niveaux de négociations modernes et entrée au traité. Maintenant, il y a le Canada et la province de la Colombie-Britannique qui sont en train d'enchasser la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Il faut qu'on se pose la question, comment est-ce qu'ils mettent en œuvre l'article numéro 20 qui parle des femmes notamment? Où est la voix que nous sollicitons? Lorsque les représentants du gouvernement prennent la parole et disent nous allons mettre en œuvre cette loi ou cette déclaration plutôt à des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, mais où se trouve la voix des femmes là-dedans? C'est ça que je me pose comme question. Dernière question. Je voudrais que le public ici puisse retourner à la maison avec un plan d'action en main, en quelque sorte. Selon vous, comment faire en sorte que l'on entende davantage la voix des femmes quant aux droits des personnes autochtones au pays? Eh bien, il est crucial qu'au niveau communautaire, qu'il y ait une participation significative
donc des femmes et des filles autochtones et des personnes spirituelles qui honorent leur vue holistique du monde, que l'on ne crée pas des méfaits pour les nations en question. Il y a tant donc de processus contradictoires coloniaux qui sont en jeu. Regardons l'impact de l'extraction de ressources. Comment est-ce que cela a un impact sur nos droits à la sécurité? Comment est-ce que cela a un impact sur les droits des grands-mères et, et les autres familles autochtones touchées par la violence et la crise des opiacés? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de perspective engendrée pour s'adresser directement à la crise des opiacés au pays? Léa, il faudrait, si vous voulez bien parler de cela, on a parlé de cette crise des opiacés, n'est-ce pas? C'était très visible en Colombie-Britannique. Est-ce que vous voyez une façon dont les femmes dans le mouvement pour se servir de l'expression de Marianne, comment on essaie de s'adresser à ce problème de toxicomanie, de violence faite aux femmes? Alors, et toute la violence contre les filles, les femmes autochtones et les personnes bisexuelles. Est-ce qu'il y aura du progrès dans l'Ouest? Est-ce que ça change davantage qu'ailleurs au pays? Je ne vais pas nommer des endroits bien spécifiques. Eh bien, oui, quand je pense à nos programmes, certains programmes sont accessibles aux personnes qui prennent de la drogue. Et quand on parle au counseling, il y a personne qui prenne de la drogue va pouvoir venir tous les jours au rendez-vous au bon moment parce que il y a une attente quant à l'évolution dans la vie des personnes. Cela ne correspond pas avec les attentes et la crise a un impact disproportionné sur les femmes. Sans aucun doute. Et quand on parle de réduction des faits en Colombie-Britannique, cela ne centre pas une analyse genrée et l'on ne pense pas à pourquoi, on ne pense pas à pourquoi les personnes s'adonnent à la drogue. Donc, il y a un processus de 16 étapes chez nous et ce groupe est vraiment bien achalandé. Il y a toujours beaucoup de personnes qui s'inscrivent et les gens reviennent au programme qui est un groupe ouvert, disponible aux personnes qui respectent où ils sont dans leur cheminement de guérison. Et puis, les gens peuvent être simplement dans un groupe, dans une collectivité. Il y a des stigmates attachés, n'est-ce pas, à la relation vis-à-vis des donc substances toxiques, donc aux drogues, etc. Mais si les gens peuvent aller là pour parler de leur situation, c'est bien. En tant que secteur, en tant que mouvement, je vous dirais que je cherche le mot, mais nous desservons les gens comme ils désirent peut-être. Ça marche, vous m'entendez? Alors, c'est intéressant. Tia et Marilyn, on a parlé du fait que les gens utilisent davantage les mots tels que l'intersectionnalité, mais mettre le tout à l'action, c'est différent. Vous venez de dire là où il faut encore améliorer la pratique. À qui est-ce que je vais m'adresser? Marianne ensuite et puis Tia, nous allons en sens contraire. Donc, Marianne, avez-vous un autre exemple d'une pratique qui devrait être changée ou que vous voulez qui change? Comment s'adresser à la violence genrée ou fondée sur le genre? Important que les gens se servent des bons mots, n'est-ce pas, pour la mise en œuvre. Vous avez essayé de faire en sorte que les gens utilisent les bons mots en français. Une question que je me posais quand j'entendais
quand je vous entendais parler, c'est qui nous responsabilise en tant que secteur par rapport aux services qu'on offre, dans le sens que moi, ces conversations que vous êtes en train de mener, les avoir dans ma province, c'est vraiment très difficile. C'est très, très difficile. Et puis, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas beaucoup de ressources pour les femmes qui consomment des drogues. Il n'y a pas beaucoup de ressources pour les femmes qui ont des expériences de criminalisation. Moi, je me rappelle quand je suis arrivée au secteur, je voulais offrir des ateliers dans les prisons. Mais ce n'était pas conçu comme une priorité du secteur. Non, on ne va pas prioriser ces femmes-là. Elles ont commis des crimes. Donc, c'est comme si on participait à ce système de punir ces femmes-là en sachant que la plupart des personnes incarcérées sont des personnes survivantes qui ont souffert de la criminalisation. Donc, pour moi, quand je vous entendais parler, je pensais vraiment à la responsabilisation en tant que secteur. C'est même si on n'a pas toutes les ressources dont on a besoin, ça nous échappe pas d'être tenus responsables. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore accès à des services. Je pense surtout dans ma province, comme je sais comme dans d'autres provinces, l'exclusion des personnes trans dans les services, le fait qu'il n'y a pas de services sécuritaires pour les personnes trans. Ce qui me vient aussi à l'esprit, moi souvent j'étais amenée à travailler avec des communautés autochtones en dehors de Montréal. Et puis souvent, ce que beaucoup de femmes autochtones partageaient avec moi, c'est le désir de vouloir inclure leur famille dans leur processus de guérison. Mais les centres qui desservaient les femmes victimes de violences à caractère sexuel ne voulaient pas que les familles participent. Donc, c'est aussi le fait que souvent on reproduit ces mêmes systèmes coloniaux qui n'offrent pas vraiment un cheminement envers la guérison. Et je pense que la question que tu m'as posée, c'est par rapport à l'intersectionnalité. Moi, je me suis très vite distanciée de ces termes-là parce que j'ai vu comment ça a été coopté pour vouloir dire une analyse des différences. Donc là, à la place de parler juste des femmes victimes blanches, on va parler des femmes autochtones, on va parler des femmes racisées, des femmes immigrantes, des femmes en situation de handicap, mais on ne va pas vraiment se pencher sur les systèmes d'oppression qu'on a tendance à même reproduire au sein de nos milieux. Donc, on ne va pas se pencher du racisme qui existe dans nos milieux. On ne va pas se pencher sur la transphobie qui se reproduit dans nos services, dans nos centres. Donc, pour moi, j'ai vu comme c'était une barrière même pour pouvoir faire l'éducation populaire parce que c'est devenu comme un terme sans sens qui a été vidé de son sens radical parce que si on connaît vraiment les racines du terme ou l'origine du terme, c'est une analyse du pouvoir, c'est une analyse des systèmes d'oppression. Donc, je ne me rappelle pas c'était quoi ta question, mais j'espère que j'ai répondu. En fait, je pense que j'ai demandé des exemples concrets sur quoi, en fait, justement ce terme-là, et je pense que c'est important aussi de le critiquer, mais ce terme-là, comment est-ce que dans ton travail, tu vois qu'on pourrait continuer à travailler et à l'incarner de manière concrète? Et là, c'est drôle, c'est comme si tu as fait une parenthèse qui était en fait la réponse, parce que tu as parlé de l'importance de penser aux femmes incarcérées, qui est déjà souvent un angle mort dans les services qui sont offerts. Tu as parlé des femmes trans, puis tu as parlé des personnes trans et personnes non-binaires, et tu as parlé, dans le cas notamment des victimes, des survivantes autochtones,
de la manière dont les services sont structurés sur l'individu, alors que les gens veulent amener leur famille, leur communauté. Donc, finalement, tu as donné 3 exemples de la manière, juste comme ça, parce que ton cerveau fait ça, tu as amené 3 exemples de la manière très concrètement dont on parle d'intersectionnalité, mais dans le fond, dans l'application, dans les services, il y a de la résistance lorsqu'il est temps d'aller travailler en solidarité avec certaines Puis parties. je soulignerai le terme que vous avez dit, holism. Je pense que sans vraiment avoir cette approche-là, on ne va pas réussir dans la lutte contre les violences genrées parce que c'est pas vrai qu'il s'agit juste de guérir les personnes survivantes. On a besoin de tous guérir. Parce que même si on n'est pas survivant des violences genrées, on est survivant d'un système colonial, raciste, suprémaciste. Et tant qu'on n'a pas accès à cette guérison, on ne va pas gagner cette lutte contre les agressions à caractère sexuel ou la violence genrée. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit vraiment internaliser, le fait qu'on ne peut pas juste se concentrer sur une partie de la population pour mener cette lutte-là. Non, il faut vraiment mener cette lutte auprès de toute la société. Une chose, oui, on peut l'applaudir, franchement. La deuxième partie de ce que tu avais dit sur l'intersectionnalité, I'm going to ask Tia about this because essentially On what va you're saying. passer à Tia. Ce que vous avez dit, Marianne, c'est qu'il y a une façon dont le mot a été utilisé pour dire c'est un outil pour comprendre les différents besoins des femmes. Et même en se disant, il y a des façons dont l'outil peut être appliqué de façon différente. Mais vous avez également dit que cela a été vidé de son sens radical. Pourquoi? En partie parce que le secteur essaie de l'utiliser pour comprendre les différents besoins des gens, mais on ne l'utilise pas pour comprendre sa propre relation avec les différents établissements de pouvoir. Et je reviens à ce que vous avez dit dans la première partie de cette discussion, Tia. Quand les personnes en poste d'autorité dans le secteur postsecondaire, à savoir dans les universités, les dirigeants n'ont pas changé, leur compréhension n'a pas changé. Mais quand le vocabulaire change, cela ne change pas toute l'expérience des survivantes et comment elles pourraient ou pas naviguer les systèmes. Voulez-vous parler d'intersectionnalité ou plutôt de la tension que vous avez remarquée, à savoir où on essaie de faire semblant qu'on se dirige dans la bonne direction, mais qu'il y a encore du travail à faire. Mais une question directe, comment est-ce que vous, personnellement, vous tâchez de naviguer cette situation? Parlez-nous du travail qu'il faudrait faire pour mener à bien l'aspect relations publiques. Alors, oh, quelle question, mais j'ai pris des notes. J'ai pris des notes pour ne pas oublier ce que vous m'avez demandé. Alors, ce à quoi je pensais lorsque toutes les intervenants ont parlé, le mot intersectionnalité, c'est un mot un peu à la mode et les établissements postsecondaires essaient donc l'appliquer dans leur stratégie de relations publiques et même au niveau de la politique, où une des demandes du côté chez nous, on essaie d'ajouter une définition de l'intersectionnalité des politiques sur la violence sexuelle. Certaines écoles, en fait, ont adopté cela, mais c'est couché sur papier. Est-ce que ça change quelque chose en pratique pour les étudiantes qui vont dans ces établissements? Je vous dirais que peut-être pas grand-chose a changé. Et cela peut se voir à cause du vécu des étudiants. Disons, nous avons toute une identité intersexuelle. Si vous considérez la définition propre du mot, les étudiantes vont sur le campus et l'établissement les voit en tant qu'étudiants, parfois même pas. Dans les réunions de conseil d'administration, les administrateurs parlent des étudiants comme des clients. Ce n'est pas des étudiants, c'est une transaction d'affaires. Donc,
vu ce contexte, on ne le voit pas de façon holistique. Nous avons parlé de cela. Les étudiants ne sont pas juste des étudiantes. Il s'agit de mères qui vivent peut-être en deçà du seuil de la pauvreté. Elles connaissent peut-être toute une flopée de problèmes liés aux colonisations et les effets des génocides qui continuent. Toutes sortes de choses, le capacitisme, etc. Elles subissent tout cela en plus d'être étudiantes, en plus de lorsqu'elles entrent dans un bureau d'appui pour les agressions sexuelles, pour déposer un rapport. Et les soutiens qui existent, les politiques qui existent n'offrent pas, disons, une approche holistique. Les politiques et les procédures ne les appuient pas de la façon dont elles ont besoin, vu les différents facteurs donc, qui s'entrecroisent. Et cela revient au fait suivant. Et je reviens à la deuxième partie de la question, du moins avec la culture des étudiants pour le consentement. Nous essayons de changer plutôt la donne pour arriver au fin fond du problème. Nous- La culture de Students for Consent, nous sommes une association qui lutte contre la violence et rapidement, nous avons appris, et beaucoup de gens le savent depuis longtemps et même dans la salle, nous le savons, avoir la même approche à un problème ne marche pas. Quand quelqu'un s'adresse à vous, que vous travaillez en première ligne ou autre, il y a des tas d'autres choses que ces femmes connaissent. Ce que nous faisons et qui fait partie de l'organisation, c'est d'avoir des communautés de pratiques qui se penchent sur d'autres questions. Nous avons communauté de pratiques anticarcérales qui se penchent sur les thèmes et les écrits dans le domaine. Angela Davis, les écrits qui ont un impact sur notre travail. Tout est entrecroisé avec la violence sexuelle, mais même les choses telles qu'encourager le travail dans la collectivité, sur les initiatives de lutte contre la pauvreté, pour lutter contre les encombrements de personnes que l'on va essayer de faire partir. Les personnes touchées par la violence sexuelle sont touchées par d'autres systèmes d'oppression. Tant que l'on ne les élimine pas toutes, ce ne serait pas possible d'éliminer d'autres. Tout doit être éliminé en même temps. Vous avez parlé de cela. It's a big undertaking because we're a tiny Alors, organization. c'est toute une entreprise car nous sommes une toute petite organisation, mais nous essayons de travailler à d'autres enjeux qui ne sont pas liés directement à la violence sexuelle ou aux étudiants car nous reconnaissons qu'il existe des identités intersectionnelles chez les étudiants aussi. Les étudiants sont confrontés à toutes sortes d'autres formes d'oppression et ont besoin de soutiens divers. Or, on en est vraiment au tout début de nos travaux d'exploration de ces problèmes et de leurs solutions éventuelles. Alors, vous dites que vous passez plus de temps, que vous consacrez plus d'énergie au sein de votre organisme à vous pencher sur les questions qui vont bien au-delà de ce qui est couché sur papier. Vous essayez de tisser des liens durables avec d'autres coalitions, enfin avec d'autres groupes qui pourraient faire partie d'une coalition. Alors, vous essayez de transcender ce giron très limité des étudiants du postsecondaire, c'est ça? Eh bien, je ne dirais pas plus que par le passé, parce que dans notre énoncé de mission, on énumère toutes ces choses. Alors, lutte contre le colonialisme, contre le capitalisme. Nous sommes une très jeune organisation. Je pense que cet énoncé remonte à il y a 4 ou 5 ans. Alors oui, effectivement, nous sommes rapidement réunis. La raison pour laquelle on a créé cet organisme, c'est parce qu'on a vu un déficit dans l'environnement étudiant. Il y avait une carence, il n'y avait pas de groupe structuré qui travaille à lutter contre la violence dans le secteur postsecondaire. Alors, nous sommes vraiment attachés à ces valeurs.
Et tous les jours, nous apprenons quelque chose de nouveau, à savoir comment donner vie à ces valeurs au sein de notre organisme, mais également au-delà, auprès de la communauté des étudiants avec lesquels on travaille. Alors, il ne reste plus que 10 minutes avant la période de questions. Avant de poser ma dernière question, j'aimerais vous rappeler que si vous avez des questions, le moment est bien choisi d'y réfléchir et même de saisir ces questions dans l'appli Slido pour qu'on puisse y répondre avant la fin de ce panel. Y répondre avant la fin du panel. I want to ask a question to whoever wants to answer. J'aimerais poser la question et quiconque a envie pourra y répondre. Nous avons évoqué des enjeux fondamentaux. C'est important pour nous de prendre le temps de mettre la table parce que souvent, on nous pousse au positivisme et ça peut être très toxique. Vous savez, il n'y a pas de place pour évoquer les vrais problèmes. Et j'espère que vous comprenez ce que partagent les panélistes, c'est-à-dire qu'on veut avoir une occasion d'avoir une conversation bien réelle, enracinée dans le concret. Mais je souhaite aussi vous donner l'occasion de parler de quelque chose qui fait partie de vos travaux phares, quelque chose dont vous êtes bien fier, une chose que vous avez changée dans le cadre du travail que vous faites et vous vous dites, ah, ça, c'était vraiment important. On a fait quelque chose de grand et ça a fait une différence dans la vie des gens. Ça peut être petit, ça peut être grand, ça peut être collectif, ça peut être un espace de solidarité que vous avez créé pour démarrer la conversation sur les enjeux dont il est question aujourd'hui. Un exemple de quelque chose de concret qui soit salutaire, qui puisse inspirer les gens ici présents. Qui veut commencer? Parce que j'ai lu vos notices biographiques. Je sais que vous ne manquez pas d'inspiration. Encourager un nouveau récit, encourager les Canadiens à remettre en question leur complaisance. Est-ce que vous l'entendez? Nous l'entendons très mal. Vous entendez ou non? Non, vous n'entendez pas. Bon, alors je crois que votre micro est peut-être un peu trop loin de votre bouche. Le micro. Oh, that's probably why we don't hear you. Maybe On Marianne. ne vous entend pas justement parce que votre micro est caché. Bon, alors, pour moi, il s'agit d'inspirer un changement de récit. Vous savez, je continue d'observer de la violence. Je vois des femmes disparaître et se faire assassiner. Je vois comment les journalistes représentent la réalité des femmes et des filles disparues et des personnes bispirituelles. Elles le présentent de manière néfaste. C'est perçu comme une pathologie sans vraiment se pencher sur les problèmes systémiques sous-jacents. Et pour changer le récit, je pense qu'il faut vraiment s'y attacher. C'est l'engagement de toute une vie. Comment encourager un changement de point de vue, que ce soit par l'entremise du militantisme, de la réforme législative, réforme des politiques, réforme des services, qui rendent véritablement hommage aux façons de vivre des femmes et des filles autochtones. Quand je pourrai un jour voir la beauté de nos femmes, de nos enfants, de nos tantes, de nos grands-mères qui marchent la tête haute, libres de toute violence, qui ont droit à la sûreté, qui ont droit de vivre leurs us et coutumes, leur langue. Pour le moment, cela ne se produit pas. Or, je vois les effets de la vérité de la réconciliation dans le travail que je fais. Merci. Avant que vous ne cédiez le micro, vous avez utilisé un mot qui m'intéresse beaucoup,
et vous dites il faut arrêter de transformer la vie des femmes autochtones en pathologie. Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, quand je pense aux médias que je vois tous les jours, à la radio, à la télé ou dans les journaux, femmes brûlées sur la rue Hastings, sans analyse critique, à savoir pourquoi cette femme s'est-elle retrouvée dans cet endroit. Quand j'entends qu'une jeune femme à Prince George a été violée par des agents de la GRC, qu'il a fallu 7 ans avant d'obtenir une enquête indépendante, je dois me poser la question, comment et pourquoi est-ce possible? Comment les Canadiens peuvent-ils se mettre du coton dans les oreilles et refuser d'entendre la vérité? Vous applaudissez parce que vous avez compris, n'est-ce pas? Bon, est-ce que quelqu'un d'autre aimerait partager quelque chose qui a eu un impact, que vous avez fait qui a eu un impact, qui est inspirant? Eh bien, c'est peut-être un peu plus général, ce n'est rien de très précis, ce n'est pas, si vous voulez, un événement ou un geste, mais nous avons réussi à publier certains rapports. Je vous ai parlé du plan d'action de 2017. Il y a eu un rapport de suivi 2 ans plus tard et récemment, nous avons rédigé un rapport pour le plan d'action sur la violence genrée qui a été financé par une organisation canadienne de défense des intérêts des femmes. Alors, certains de ces rapports, de ces documents ont été cités dans les médias par des journalistes, mais également se sont retrouvés aussi cités dans la loi de certaines instances canadiennes. Alors, j'en suis fière. Je suis fière de voir que notre travail est pris au sérieux par le législateur. Et ça, c'est ce qu'on a atteint, dont on puisse s'inspirer, à mon avis. Eh bien, merci d'en avoir parlé. Oui, alors parfois, il s'agit peut-être de se faire entendre davantage pour avoir plus d'impact. Je vais mettre Marianne sur la sellette parce que j'ai ce pouvoir. Je peux vous demander si vous voulez bien Féministe à Montréal. Peut-être tu peux parler de ça, de c'est quoi l'espoir qui anime ce travail, le travail derrière ce nouveau collectif-là. Alors, ça fait à peu près 4 ans, si je ne me trompe pas, que je travaille avec une autre femme extraordinaire qui s'appelle Jade Almeida. On a commencé en faisant une recherche sur l'expérience des femmes noires dans les milieux féministes, beaucoup dans les milieux du secteur violence basée sur les genres. Et puis, on a recueilli beaucoup de témoignages de femmes noires qui ont partagé leurs expériences de violence, malheureusement, au sein du secteur. Et puis, c'était tellement systématique qu'on a dit qu'il fallait faire quelque chose avec ça. Puis, il y avait toujours des demandes d'avoir un espace où on pouvait partager ces violences, avoir du mentorat, guérir ensemble. Donc, ça fait à peu près 4 ans qu'on travaille pour partir une collective féministe noire qui maintenant s'appelle Harambek. Et puis, on travaille avec une autre féministe noire qui s'appelle Pauline Lomami. Et puis, on a tout un réseau de femmes noires qui sont à nos côtés et on espère pouvoir offrir une programmation riche et faire justice à tout cet héritage du féminisme noir qui existe au Québec, surtout à Montréal. Puis, mais moi, pour répondre à la question que tu as posée, quelque chose qui me donne espoir, qui me rend fière, moi, je pense que c'est voir les femmes plus jeunes, la jeunesse,
et la relève. J'ai beaucoup d'espoir avec la relève. Ces dernières 2 ou 3 ans, j'ai travaillé à côté des jeunes racisés, surtout des jeunes femmes noires, qui ont bâti un programme de prévention transformatrice. Et puis, la personne qui a bâti le programme est ici, Nisanka. Sorry! Mais c'est ça, c'est la jeunesse en fait qui me donne l'espoir, surtout quand je suis fatiguée, quand j'ai pas de force et j'ai pas j'ai juste envie de tout lâcher. Je vois cette jeunesse qui est tellement empowered, qui a tellement de perspectives, d'avenir. Et je pense qu'on devrait les laisser l'idée. Je pense que souvent avec les jeunes, on a un ton qui est un peu condescendant parce qu'on a tellement d'expérience. Et oui, moi-même, je viens d'une culture qui valorise avec droit les elders, les personnes âgées. Mais je pense que aussi il faut donner la place aux jeunes parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup appris des jeunes avec qui je travaille. Et puis, c'est ça. Merci. Dalia, any last words before we go to the questions? Dalia, quelques ultimes remarques, peut-être avant qu'on ne passe aux questions? Vous avez certainement de quoi être fier. Oui, alors, je dirais que comme organisme, ce dont on est le plus fier, c'est que on a élargi nos tentacules au fil des ans, ce qui a permis de mettre au point des programmes qui reflètent nos valeurs, comme l'expansion des usagers du service, de la population des usagers de service, des personnes non binaires, bispirituelles, transgenres. Dans le passé, on prodiguait des services qu'aux femmes cis et trans. Nous avons pu également travailler avec les travailleurs du sexe et nous continuerons de le faire. Et nous allons également, nous avons de quoi être fiers, je pense, d'avoir lancé un projet pilote sur la justice réparatrice, un projet porteur qui nous permet d'avoir des conversations avec la communauté sur les moyens d'incarner les principes de la justice réparatrice et transformatrice dans nos relations, mais également dans le travail que nous faisons au sein de la communauté. Et une des choses les plus emballantes et les plus effrayantes, c'est la nouvelle image de marque. On change de nom. On s'appellera Salal, car nous estimons que nous avons jeté les bases des travaux élémentaires et que maintenant, il est important de choisir un nom qui nous transporte jusque dans l'avenir. Alors, regardez, les gens sont gênés de partager. Pourtant, ils ont 8 choses dont ils sont fiers, dont ils peuvent faire la liste en moins de 2 minutes. Alors, peut-on, s'il vous plaît, applaudir nos formidables panélistes avant de passer aux questions? Je souhaite vous remercier également, car on me dit qu'il y a eu énormément de questions et de commentaires formidables qui ont été présentés et partagés sur Slido. Évidemment, on ne pourra pas répondre à tout, mais on a le temps de prendre quelques questions. Alors, nous allons passer aux questions les plus populaires. Je commence par, avez-vous des suggestions pour revigorer nos mouvements, pour lutter contre la violence genrée à un moment où nous sommes nombreux à être épuisés? Alors, comment se donner de l'énergie quand on se sent lessivé et comment donner de l'énergie à tout un secteur? Alors, rapidement, après avoir entendu la réponse de mes copanélistes au sujet de la jeunesse, du fait qu'il faut absolument activer la jeunesse, ça, c'est une bonne stratégie, je pense.
Les jeunes sont hyper mobilisés ces jours-ci. Bon, je suis jeune moi-même, mais je suis peut-être un peu plus âgée que le mouvement étudiant. Alors, j'étais à une conférence il y a quelques jours avec toutes sortes de dirigeants, étudiants de diverses universités. Je sais qu'il y a des militants qui ne sont pas dans le domaine postsecondaire. Et donc, on peut faire appel à leur énergie. Je ne sais pas si d'autres personnes voudront parler des programmes et des projets dans le secteur qui permettent de combler ce déficit entre les prestataires de services actuels ou les militants et les personnes qui entrent dans le secteur. Mais pour nous, c'est la raison pour laquelle nous existons. Parce que le postsecondaire, ça représente environ 4 ans, plus ou moins. On est dans ces études postsecondaires pendant environ 4 ans, donc il y a un énorme roulement. Tous les 4 ans, toute la population étudiante, c'est-à-dire tous les militants de la population étudiante quittent et toutes leurs connaissances partent avec eux. Et donc, on essaie d'être une mémoire organisationnelle pour que tous les gains ne disparaissent pas tous les ans avec la sortie du système des acteurs principaux. Alors, c'est une des raisons pour laquelle on a créé notre organisme. Mais on rédige des rapports aussi pour ne pas oublier l'excellent travail qui a été fait par les personnes qui nous ont précédés et pour les personnes qui nous suivront aussi pour qu'elles aient ce savoir à portée de main et qu'elles puissent le diffuser partout au pays. Il y a sans doute beaucoup d'autres organismes qui sont confrontés aux mêmes difficultés. Il y a beaucoup de roulements, surtout chez les jeunes, surtout les organisations de jeunes. Alors, j'espère qu'on pourra s'adresser à vous si on a des questions au cours des journées à venir pour avoir davantage de conseils de votre part. Alors, vous, comment vous inspirez-vous? Alors, pour moi, c'est surtout en contact avec les aînés et les cérémonies. C'est ce qui me permet d'être qui je suis et c'est ce qui me permet aussi d'avancer. Les cérémonies, pas seulement la culture en général. Merci. Vous savez, les aînés ont un rôle très important à jouer également. Ils nous aident à remettre en question nos a priori. Et les arts sont un outil formidable également. Alors, j'essaie de me tourner vers les arts et tout ce que je fais vise à trouver des moyens de créer plus de place pour que je puisse encourager les Canadiens à revoir leurs a priori, entre autres en participant à des conférences comme celle-ci. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut participer à des conférences comme celle-ci. Non, vous avez raison. Et vous savez, un conférencier, parfois, est perçu comme trop radical et on ne l'invite pas à des conférences et pourtant, ils peuvent écrire un poème et à ce moment-là, tout le monde peut en prendre connaissance à loisir. Alors, c'est vrai que les arts permettent probablement de ratisser plus large. Avez-vous des conseils pour encourager et ou convaincre un organisme qui reste plutôt en surface en termes d'intersectionnalité à adopter des méthodes intersectionnelles plus concrètes? So, how do you push an organization to go beyond the surface and Alors, comment aller au-delà de la surface? Encourager les organisations à adopter des moyens concrets de s'adonner à l'intersectionnalité. On a beaucoup répondu de manière transversale à la question directement, mais s'il y a quelque chose, if there is anything that you'd like to add to that. Mais si vous avez quelque chose à ajouter, surtout, n'hésitez pas. La seule chose que je pourrais ajouter, souvent j'accompagne des organismes qui essaient de faire ce travail. Puis la première chose que je leur dis, c'est qu'il faut pouvoir accueillir l'inconfort et les malaises que ces conversations vont causer. C'est pas toujours facile de parler sur comment on peut
participer à la violence, comment... C'est pas toujours facile de se responsabiliser, mais je pense que c'est nécessaire si on veut vraiment transformer nos milieux, nos organisations. Donc, il faut pouvoir aller au-delà de cet inconfort ou cette malaise si on veut vraiment arriver à la transformation sociale. Donc, être à l'aise avec l'inconfort, learn to sit with discomfort. I don't know, I've been sitting with it. Moi, ça fait longtemps que je suis dans l'inconfort. Je commence à être confortable dans mon inconfort. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Eh bien, j'ajouterais que une des choses dans lesquelles on s'est beaucoup investi, surtout lorsqu'on s'est penché sur la communauté trans, on était tellement coincés dans le cycle de la réaction permanente à la première ligne qui ne s'arrête jamais. Il faut toujours réagir à des urgences en première ligne. Il y avait beaucoup de gymnastique mentale visant à se donner le temps et l'espace nécessaire pour bien faire le changement. Et donc, je pense que nous sommes nombreux à prétendre qu'on fait un changement social, mais quand on se tourne vers l'interne, on ne fait pas grand-chose. On n'a pas de conversation au sein de nos organisations pour essayer de mettre en place ces valeurs avant de se tourner vers l'extérieur. Et sans cette introspection, on peut causer encore davantage de préjudices. Alors, une des choses que je ramène toujours sur le tapis avec mon équipe, c'est si on se réoriente par rapport à un enjeu, c'est très bien, mais on doit aussi avoir des conversations à l'interne pour qu'on soit tous au diapason et qu'on soit prêt à amorcer le changement à l'interne avant de passer à l'extérieur. Donc, il ne faut pas surestimer sa capacité. Il faut prendre le temps pour ne pas causer plus de préjudice. Ça me paraît très logique. C'est vrai que souvent, on a l'impression qu'il faut agir, on se précipite, surtout lorsque les gens sont soucieux de leur réputation, qu'ils veulent corriger des problèmes, ils veulent agir, ils veulent sauter à l'action avant de réfléchir. Comme vous dites, par exemple, accepter l'inconfort, faire ce travail difficile d'introspection qui ne peut pas se faire en 2 temps, 3 mouvements. Alors, il y a des questions qui ont disparu de mon écran. Et la seule chose qui apparaît à mon écran maintenant, c'est fin. C'est sans doute un signal que les gens veulent que je quitte l'estrade. Alors, est-ce qu'on peut applaudir une dernière fois nos conférencières invitées? Je vous ai dit au tout début que cet homme était extraordinaire, bien au-delà de leur notice biographique, et j'espère que vous l'avez bien vu. J'espère que vous comprenez l'ampleur de l'expérience qui a été partagée sur cette scène. J'espère que ça vous a donné, comme personne qui œuvre dans le secteur, un peu d'éléments qui vous permettent de recharger vos batteries, qui vous permettent de réfléchir à ce qui se passe au sens large dans le domaine. C'était l'espoir que je nourrissais pour aujourd'hui. Moi, je suis très reconnaissante de ce que vous avez dit aujourd'hui. Merci de votre honnêteté, de votre franchise. Alors, merci à nouveau, merci infiniment. Aujourd'hui. Et sur ce, je laisse place au reste du programme de l'après-midi. Merci beaucoup.